Europe Soir. Sur Europe 1, c'est maintenant le face-à-face, le débat d'Europe Soir, Isabelle Millet. Avec ce soir, Sylvain Courage de l'Obs et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez souhaité revenir sur les incidents violents de ce week-end à Bobigny et à Argenteuil. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. Nicolas Bétou, vous vous interrogez sur la gestion par le gouvernement de ces tensions policières. Oui, en particulier de ce qui s'est passé ce week-end, ou plutôt de ce qui ne s'est pas passé, puisque le ministre de l'Intérieur a disparu le week-end. Il a été à peu près totalement absent. Alors on l'a retrouvé ce matin, il a commencé à faire une litanie de déclarations assez lénifiantes. On les a entendues à l'instant: responsabilité, sérénité, appel au calme, confiance dans la justice, enfin des perles au fond qui ne signifient pas grand-chose, en tout cas qui ne compensent pas cette absence du week-end. Autre absence d'ailleurs, c'est assez intéressant, Bernard Cazeneuve ne l'a pas pris, si j'ose dire, avec lui pour recevoir les différentes associations qu'il a reçues ce matin, pour essayer de calmer un peu la tension dans les banlieues. Tout ça donne le sentiment que il est peut-être gêné de soutenir ses troupes, de soutenir la police, même s'il y a eu des fautes, elles devront être sanctionnées, mais peut-être il peut soutenir les fonctionnaires dont il a la charge. La deuxième chose qui me paraît assez étonnante, c'est que le chef de l'État s'était déplacé pour aller visiter le jeune blessé, le jeune Théo, ce qui est évidemment très bien, mais comme il ne s'était pas déplacé il y a quelques semaines, quelques mois, pour les 4 policiers qui avaient été blessés, dont 2 très grièvement brûlés, vous vous souvenez, à la Grande Borne, à Grigny, il y avait juste eu un communiqué de l'Élysée. Tout ça donne le sentiment qu'il y a une sorte de déséquilibre dans la manière dont le gouvernement gère les choses. Encore une fois, un blessé victime de violences policières d'un côté, ce qui est un scandale, mais au fond des quasi-émeutes, en tout cas des saccages qui sont très scandaleux. Et tout ça est aggravé par le fait que, comme aucun candidat de gauche n'assume le bilan, eh bien aucun candidat de gauche ne soutient le gouvernement dans ce moment qui est un peu compliqué, et que la droite pointe maintenant du doigt sur le thème. C'est un peu le foutoir, il ne fallait pas autoriser ces manifestations. Enfin voilà, tout ça donne un sentiment de très mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion que vous dénoncez, elle peut attiser peut-être les violences ? Oui, parce qu'il y a une forme, non pas d'impunité, mais un manque de violence, ou de virulence en tout cas, de sévérité dans la réponse. C'est ce qui me semble le plus évident aujourd'hui. Sylvain Courage, est-ce que vous trouvez, vous, que le gouvernement a joué son rôle ? Nicolas Bétou a raison d'insister sur le contexte de campagne électorale. Le rôle du gouvernement, c'est d'essayer d'éviter de jeter de l'huile sur le feu dans cette affaire. Évidemment, le rôle des opposants, et notamment des candidats, François Fillon ou Marine Le Pen, c'est au contraire de jeter de l'huile sur le feu. Donc la réaction un peu tardive peut-être de Bruno Le Roux, elle s'explique aussi par cet embarras, parce que le gouvernement ne veut pas être entraîné dans ce conflit de campagne qui n'est pas très sain. On se souvient de ce qui s'était passé en 2005, où la réaction très vive de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait pas du tout calmé l'épisode violent qui avait dégénéré en émeute. Parce qu'aujourd'hui, on accuse la gauche de pas savoir gérer cette affaire, mais enfin la droite, quand elle était en responsabilité, elle a gravement failli. Donc Le Roux, il marche sur des œufs, d'autant plus qu'il... 2005, c'était Dominique de Villepin qui était Sarkozy, aux manettes. Oui, mais Sarkozy avait parlé avant. Il avait avant. été finalement récupéré... Non, il avait été chargé ensuite de reprendre les choses en main pour essayer de les calmer. C'est dans ce sens-là que la séquence était produite. Ce qui primait à l'époque, c'était les déclarations de Sarkozy sur la racaille, sur les voyous. Alors, on peut se féliciter quand même que le gouvernement ne donne pas dans ce genre d'excès, parce que c'est pas la responsabilité d'un gouvernement. Et donc, voilà, il y a cette réaction un peu tardive. Alors, Le Roux, lui, il connaît bien le terrain. C'est un élu de Seine-Saint-Denis, donc il y a aussi peut-être ça qui l'incline à la prudence. Après, il y a peut-être un petit problème d'ajustement avec Cazeneuve, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur et qui a peut-être tendance aussi à vouloir gérer les choses à sa façon. Mais enfin, tout ça est quand même un micro-incident. Ce qui est dommageable, et ce qui a été souligné par Le Roux, c'est effectivement qu'il y ait pu y avoir ces violences. Il faut essayer d'éviter que ça n'empire et que ça ne dégénère. Justement, est-ce que vous pensez l'un et l'autre que tout cela pourrait dégénérer ? Est-ce qu'on est reparti pour une vague de violence en banlieue ? On verra, on espère que non, mais on verra bien. Je pense que c'est pas un micro-incident. Je pense que franchement, il y a eu un vrai contretemps et une vraie mauvaise gestion de la crise. Essayons juste un instant d'imaginer ce qu'aurait été la communication et la gestuelle d'un Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, ou d'un Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui était bien meilleur dans la communication, dans la prise de parole officielle. Franchement, ce qui s'est passé là, ou plutôt, encore une fois, ce qui ne s'est pas passé, ça ouvre un espace pour, l'opposition, bien sûr,
on est en campagne électorale et l'opposition a eu raison de le faire, c'était son boulot. Et 2, une sorte de sentiment d'impunité pour tous ceux qui veulent casser. On voit qu'ils sont nombreux. C'est pas une découverte, mais c'est malheureux qu'ils aient cet espace. Alors, les organisateurs de la manifestation sont très jeunes. Ils avaient conçu ce rassemblement de manière pacifique et au départ, ça a été le cas. Et comme souvent, dans un deuxième temps, ça a dégénéré. Et c'est vrai que les incidents, le caillassage de la police, les tentatives de razzia dans un supermarché, l'incendie des véhicules, tout ça, c'est inadmissible et c'est normal qu'un ministre de l'Intérieur le condamne. Leroux a manqué un peu de réactivité, c'est peut-être le métier qui lui manque, mais parfois la réactivité... Son CDD ne sera pas reconduit. Oui, enfin, il a un contrat assez court. Mais la réactivité, c'est aussi parfois un piège. C'est-à-dire que si vous vous précipitez sur des événements comme ça, vous pouvez aussi déséquilibrer la situation du point de vue du gouvernement qui doit maintenir à part égale et respecter l'angoisse de ces populations où c'est vrai que, on le sait, l'exercice des contrôles d'identité est devenu un motif de conflit majeur et c'était souligné ce matin par le défenseur des droits Jacques Toubon. Il y a un vrai problème et il y a aussi des plaies qui sont mal refermées, des incidents de 2005, donc tout ça doit inciter quand même à la prudence. Donc moi je louerais plutôt la modération du gouvernement dans cette affaire. Un dernier mot, Nicolas Béthoud. Je pense que vous notez que les organisateurs de la manifestation étaient jeunes, très inexpérimentés. C'était une raison de plus pour que la police soit encore plus méfiante, encore plus présente et peut-être une raison suffisante pour que la manifestation, je vous rappelle qu'on est en état d'urgence, soit interdite. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Sylvain Courage et Nicolas Béthoud. On passe à l'édito international maintenant avec vous, François Clémenceau. Et cette question, Donald Trump va-t-il déjà devoir se débarrasser de son conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn? C'est ce que laisse entendre, en tout cas, ce matin, le Wall Street Journal. 3 semaines après son investiture, la Maison-Blanche replonge dans sa relation trouble avec les Russes. Oui, parce que le général Michael Flynn est accusé d'avoir été en contact avec le Kremlin pendant la campagne de Donald Trump, mais également fin décembre, c'est-à-dire juste après la décision prise par Barack Obama, vous vous en souvenez, d'expulser des dizaines d'espions russes des États-Unis après l'enquête des services de renseignement impliquant la Russie dans une tentative de manipulation de l'élection présidentielle. Donald Trump est alors le président élu et Michael Flynn, ancien patron du renseignement militaire, celui qu'il a désigné pour devenir, dès le 20 janvier, son conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, autrement dit, le coordinateur de sa politique étrangère et de défense. Or, selon les interceptions téléphoniques du FBI, le général Flynn aurait contacté à plusieurs reprises l'ambassadeur russe à Washington pour lui promettre que la relation avec Moscou finirait par s'améliorer dès que Donald Trump prendrait ses fonctions. Comme d'habitude aux États-Unis, le plus grave, ça n'est pas forcément ce qu'a fait Michael Flynn, même si ça soulève évidemment des questions de connivence entre Trump et la Russie, mais qu'il ait menti, non seulement aux enquêteurs à ce sujet, mais à tous ses collègues de la Maison-Blanche et peut-être au président lui-même. Et ce qui oblige donc, François, le président Trump à prendre une décision pas facile. Oui, parce qu'aucune solution n'est idéale. Soit il décide de garder Michael Flynn à son poste et chacun de ses gestes vis-à-vis de la Russie sera décortiqué pour les 4 ans qui viennent afin de savoir s'il est sous influence ou pas de cette proximité que Flynn a su construire avec le Kremlin. Soit il le limoge, ce serait courageux, cela lui permettrait de faire preuve d'autorité tout en essayant de tourner la page sur ce dossier, mais ce serait aussi l'une des nombreuses illustrations d'une Maison-Blanche qui est accusée tous les jours d'amateurisme, de cacophonie et d'improvisation sans ligne claire. Le plus intéressant sera de savoir s'il suit ou non dans cette affaire les conseils de son âme damnée, le fameux Steve Bannon, que Donald Trump a tenu à intégrer précisément au Conseil national de sécurité, ce qui est en totale rupture avec la tradition selon laquelle les questions de sécurité nationale se traitent uniquement avec les professionnels de ce secteur. Et tout cela survient dans un calendrier très serré et très symbolique. Effectivement, parce que le vice-président Mike Pence, le chef de la diplomatie Rex Tillerson et le patron du Pentagone, le général Mattis, sont attendus cette semaine à Bruxelles, à Bonn et à Munich pour rencontrer pour la première fois leurs collègues de l'OTAN, de l'Union européenne et du G20. Il y aura à Munich des contacts en coulisses avec des officiels russes, notamment pour faire avancer un projet de rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, probablement en Russie, avant le G20 du mois de juillet, et sur lequel travaillait jusqu'à présent l'ambassadeur russe à Washington et Michael Flynn. Eh bien, merci beaucoup François Clémenceau. Merci à nos 3 éditorialistes, Sylvain Courage et Nicolas Béthoud. Dans un instant, sur Europe 1, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup. À tout de suite.